Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Je commencerai par la présenter dans le cadre du modèle keynésien simplifié, puis je montrerai comment elle se présente en comptabilité nationale. L'un des piliers de la théorie keynésienne est incontestablement l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Lorsque Keynes la formule en 1936, elle apparaît vraiment révolutionnaire. En effet, auparavant, elle n'était généralement interprétée que comme l'expression d'un équilibre économique, c'est-à-dire comme une relation tendancielle. Le marché était alors supposé assurer l'équilibre entre l'épargne et l'investissement grâce aux fluctuations des taux d'intérêt. Avec Keynes, la relation entre l'épargne et l'investissement change de nature. Étant vérifiée pour toute période et quelles que soient les conditions du marché, c'est-à-dire en particulier quel que soit le niveau des taux d'intérêt, elle peut difficilement être interprétée comme une relation d'équilibre. À elle seule, cette égalité remet ainsi en cause la théorie classique en réfutant la détermination des taux d'intérêt par la confrontation de l'épargne et de l'investissement. Si l'égalité entre l'épargne et l'investissement est toujours vérifiée, c'est parce qu'elle est une relation comptable. Certains la présentent donc comme une tautologie sur laquelle il n'est pas nécessaire de s'attarder. On peut penser, au contraire, qu'elle est extrêmement importante. D'une part, parce qu'elle amène à une réflexion d'ordre conceptuel, d'autre part, parce qu'elle établit un lien avec la comptabilité nationale. Ce dernier point est particulièrement important parce que, en fait, les macroéconomistes utilisent non seulement les chiffres, mais aussi les concepts de la comptabilité nationale. Nous allons donc commencer par démontrer cette équation dans le cadre du modèle simplifié de la théorie keynésienne. L'égalité entre l'épargne et l'investissement trouve sa source dans la définition du revenu. Keynes propose sa propre définition qui se traduit au niveau global, dans le cadre d'une économie fermée, par l'égalité entre le revenu et la valeur de la production. La production correspond à une création de richesse par les entreprises. Elle peut être valorisée de différentes manières, mais dans une économie de marché, ce sont les prix qui expriment la valeur que la société reconnaît au produit. La production valorisée au prix du marché représente donc la valeur que reconnaît la société à la richesse créée. La production est constituée de biens et services. Dès qu'ils sont créés par le processus de production, ces produits deviennent la propriété de leurs producteurs. Ainsi, à l'apparition physique de produits correspond une apparition de droits de propriété. Ces droits ont une valeur qui est égale à la valeur des biens produits, puisque le prix d'un produit est, en fait, le prix à payer pour en acquérir le droit de propriété. Cette apparition de nouveaux droits détermine le revenu.
On peut définir, d'une manière très générale, le revenu d'un agent pendant une période comme la différence entre la valeur des droits qu'il acquiert et celle des dettes qu'il contracte pendant cette période. L'égalité entre la production et le revenu signifie simplement que, au niveau global, seule la production permet l'apparition de nouveaux droits. Les droits peuvent être transférés entre agents économiques, mais si les droits reçus viennent s'ajouter aux revenus de celui qui les reçoit, ils doivent aussi venir en déduction du revenu de celui qui les cède. Les transferts n'ont donc pas d'impact sur le revenu global. De même, au niveau global, les droits nouveaux provenant de l'endettement s'annulent avec les dettes correspondantes. Ainsi, le revenu ne peut provenir que de la production. Il est important de comprendre que le revenu ne correspond pas nécessairement à des flux monétaires. Toute production génère un revenu, même lorsqu'elle n'est pas vendue, c'est-à-dire par exemple lorsqu'elle est stockée. Le revenu généré par cette production non vendue prend alors la forme de droits de propriété et non de monnaie. L'égalité entre le revenu et la production correspond à la description d'une même réalité, la richesse globale créée par l'homme pendant une année, selon deux points de vue différents. Selon le premier point de vue, la production représente la valeur de la richesse créée au cours du processus de production. C'est la valeur effectivement disponible pour la consommation et l'investissement. D'une certaine manière, ce point de vue correspond à une analyse en termes physiques, puisque, conceptuellement, la production est obtenue en valorisant des quantités physiques au moyen des prix du marché. Le deuxième point de vue est celui du droit de propriété. Au moment où elle apparaît, la richesse créée devient nécessairement la propriété d'un agent économique. Elle est ensuite redistribuée entre les différents agents économiques sous forme de salaires, revenus de la propriété, impôts et autres transferts courants. Globalement, le revenu correspond à la valeur de marché des nouveaux droits créés pendant l'année. Cette approche représente le point de vue juridique. Ainsi, la relation qui s'établit au niveau global entre le revenu et la production n'est pas une relation d'équilibre au sens économique du terme, mais une relation de nature strictement logique. Et, si l'on cherchait à établir une relation de causalité entre revenu et production, il est bien évident que c'est la production, grandeur physique, qui fonde le revenu, grandeur juridique, et non le contraire. En effet, d'un point de vue logique, s'il est clair que la production d'un bien peut donner naissance à un droit de propriété, il est difficile d'imaginer que l'attribution d'un droit de propriété puisse donner naissance à un bien. L'égalité entre l'épargne et l'investissement découle directement de l'égalité entre le revenu et la production. On a donc une première équation. Production égale revenu. Il nous faut ensuite considérer que la production a deux utilisations possibles, la consommation et l'investissement. On peut donc écrire l'équation suivante. Production égale consommation plus
investissement. La consommation représente la valeur des biens et services détruits au cours de la période. L'investissement correspond à la valeur des biens conservés pour une période ultérieure, c'est-à-dire l'accumulation de biens. Dans l'équation précédente, on peut remplacer la production par le revenu. On obtient revenu égale consommation plus investissement. Cette équation peut encore s'écrire revenu moins consommation égale investissement. Par définition, l'épargne est égale à la différence entre le revenu et la consommation. On a donc revenu moins consommation égale épargne. L'équation précédente devient alors épargne égale investissement. L'épargne est la différence entre le revenu et la consommation. Comme le revenu correspond à une augmentation de droits et la consommation à une diminution de droits, l'épargne n'est rien d'autre que l'accumulation des droits au cours de la période considérée. La relation entre l'épargne et l'investissement est de même nature que l'égalité entre le revenu et la production. Elle exprime une même réalité, l'accumulation, sous les deux points de vue, physique et juridique. L'investissement représente l'accumulation du point de vue physique, l'épargne représente l'accumulation du point de vue juridique. Là encore, l'égalité ne traduit pas un équilibre économique, mais une relation logique. De plus, il est indiscutable que l'investissement, expression physique de l'accumulation, détermine logiquement l'épargne, expression en termes de droit de cette même accumulation, tout comme la signature d'un contrat peut générer un droit, alors que la naissance d'un droit ne peut jamais générer de signature. L'épargne d'un agent est définie par la différence entre son revenu et sa consommation. La simplicité de cette définition est dangereuse. En effet, la notion d'épargne est utilisée ici dans un sens très précis, différent de celui dans lequel il est parfois utilisé dans la vie courante et même par les économistes. Il est donc utile de préciser quelques points. L'épargne est un flux, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à une période donnée, par exemple une année ou un mois, et non à un instant précis. L'épargne ne peut donc être assimilée à des avoirs comme des avoirs sur un compte d'épargne. Par conséquent, on ne peut pas puiser dans son épargne. Au début de la période, l'épargne est nulle. En effet, le revenu et la consommation n'apparaissent que progressivement. L'épargne, le revenu et la consommation sont donc nuls au début de la période. La notion de consommation n'est pas équivalente à celle de dépense, car certaines dépenses comme les intérêts payés ne sont pas des dépenses de consommation, mais viennent en déduction du revenu.
La consommation correspond aux seules acquisitions de biens et services produits. A contrario, un achat de terrain n'est pas une dépense de consommation parce qu'un terrain ne peut pas être produit. Enfin, on peut épargner en remboursant ses dettes, car l'argent dépensé pour payer les remboursements ne peut pas être utilisé pour la consommation. En résumé, le revenu d'un ménage correspond à la richesse qu'il a reçue lors d'une période. La consommation correspond à la richesse qu'il a détruite et l'épargne à son enrichissement lors de cette période. Tout d'abord, il faut considérer qu'un processus de production donne lieu à la fois à une création et une destruction de valeur. En effet, si la production correspond à une création de valeur, il y a aussi une destruction de valeur avec la consommation intermédiaire. Par exemple, lorsqu'un boulanger produit du pain, il y a une création de valeur avec le pain, mais il y a aussi une destruction de farine et d'autres produits. Ainsi, lors d'un processus de production, la valeur réellement créée est égale à la différence entre la production et la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la valeur ajoutée. En comptabilité nationale, c'est donc la valeur ajoutée qui est la source du revenu. Au niveau national, l'équivalent de la production du modèle keynésien simplifié est le produit intérieur brut. Pour des raisons de valorisation, le produit intérieur brut n'est pas égal à la somme des valeurs ajoutées, mais à la somme des valeurs ajoutées plus les impôts sur les produits, moins les subventions sur les produits. Pour plus d'explications sur le produit intérieur brut, on peut regarder la vidéo sur les 3 approches du PIB. Il nous faut maintenant préciser l'équivalent en comptabilité nationale des concepts keynésiens de consommation et d'investissement. En comptabilité nationale, l'équivalent de la consommation au sens keynésien est la consommation finale. Elle apparaît dans les comptes en 2 versions, la dépense de consommation finale et la consommation finale effective. À ces 2 versions de la consommation finale correspondent 2 versions du revenu, le revenu disponible et le revenu disponible ajusté. Ces 2 versions aboutissent à la même valeur de l'épargne. On ne considérera donc ici que la dépense de consommation finale et le revenu disponible. À l'investissement au sens keynésien correspond en comptabilité nationale la formation de capital. Celle-ci est composée de 3 éléments. La formation de capital fixe, la variation des stocks, les acquisitions moins cessions d'objets de valeur. Contrairement au modèle keynésien simplifié, la comptabilité nationale se place dans le cadre d'une économie ouverte. La première conséquence est qu'il faut tenir compte des exportations et des importations. En comptabilité nationale, le PIB est l'équivalent de la production du modèle keynésien simplifié. L'équation de base est la suivante.
PIB égale consommation finale plus formation de capital plus exportation moins importation. La deuxième conséquence est que le revenu ne provient plus seulement de la valeur ajoutée, mais du reste du monde. Le revenu provenant de la valeur ajoutée peut également être versé au reste du monde. La relation entre le revenu national disponible et le PIB est la suivante. Revenu national disponible égale PIB plus revenu reçu du reste du monde moins revenu versé au reste du monde. On déduit des deux équations précédentes revenu national disponible égale consommation finale plus formation de capital plus exportation moins importation plus revenu reçu du reste du monde moins revenu versé au reste du monde. Cette équation peut encore s'écrire revenu national disponible moins consommation finale égale formation de capital plus exportation moins importation plus revenu reçu du reste du monde moins revenu versé au reste du monde. La différence entre le revenu national disponible et la consommation finale n'est rien d'autre que l'épargne. On a donc épargne égale formation de capital plus exportation moins importation plus revenu reçu du reste du monde moins revenu versé au reste du monde. D'autre part, on a exportation moins importation plus revenus reçus du reste du monde moins revenus versés au reste du monde égale solde des transactions courantes de la balance des paiements. On en déduit épargne égale formation de capital plus solde des transactions courantes de la balance des paiements. Nous avons introduit ici le solde des transactions courantes de la balance des paiements, qui n'est pas un solde de la comptabilité nationale. En effet, ce solde est plus facile à comprendre que le solde correspondant de la comptabilité nationale, qui est le solde des opérations courantes avec l'extérieur. Le solde des opérations courantes avec l'extérieur correspond au point de vue du reste du monde, et il est égal à l'opposé du solde des transactions courantes de la balance des paiements. Par exemple, si les exportations et les importations sont les seules transactions, un solde des transactions courantes de la balance des paiements positif, c'est-à-dire lorsqu'il y a un excédent des transactions courantes, cela signifie que les exportations sont supérieures aux importations. Le solde des opérations courantes avec l'extérieur est alors négatif, ce qui est contre-intuitif. L'équation précédente peut aussi s'écrire épargne égale formation de capital moins solde des opérations courantes avec l'extérieur. Ou encore épargne plus solde des opérations courantes avec l'extérieur égale formation de capital. Cette équation est plus facile à comprendre si l'on sait que l'épargne est aussi le solde des opérations courantes de la comptabilité nationale. En comptabilité nationale,
il faut aussi tenir compte de la consommation de capital fixe. La consommation de capital fixe se définit comme la diminution de la valeur des actifs fixes détenus du fait de l'usure normale et de l'obsolescence prévisible. L'estimation de la diminution de valeur comprend une provision pour perte d'actifs fixes à la suite de dommages accidentels assurables. La valeur ajoutée peut être exprimée en brut ou en net, selon que l'on déduit ou non la consommation de capital fixe. La valeur ajoutée brute est égale à la différence entre la production et la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée nette est égale à la valeur ajoutée brute moins la consommation de capital fixe. À la valeur ajoutée brute correspondent le revenu disponible brut et l'épargne brute. À la valeur ajoutée nette correspondent le revenu disponible net et l'épargne nette. L'épargne brute correspond à l'accumulation de droits sans tenir compte de la dépréciation du patrimoine due à la consommation de capital fixe. L'épargne nette correspond à l'accumulation de droits en tenant compte de la consommation de capital fixe. C'est l'accumulation résultant de l'ensemble des opérations courantes. La formation de capital peut également être exprimée en brut et net. La formation brute de capital ne tient pas compte de la dégradation du capital fixe due à la consommation de capital fixe. La formation nette de capital est égale à la différence entre la formation brute de capital et la consommation de capital fixe. La théorie keynésienne fait implicitement référence à l'épargne nette et à la formation nette de capital. En effet, Keynes suppose que les entreprises distribuent tout le revenu aux ménages. Or, les entreprises ne distribuent pas le revenu correspondant à l'amortissement, qui est l'équivalent de la consommation de capital fixe. Il fait donc référence au revenu net et, par suite, à l'épargne nette.